Bon, ben, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire d'Hilbert. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir. Donc, le sujet du jour sera le MiFID et la rémunération des CGP, la solution mandat. Pour ce faire, nous aurons donc Clément, ici présent, qui accueillera vos questions. Donc voilà, pendant le chat, tous vos micros, on demande à ce qu'ils soient restés fermés. Normalement, bon, l'option est mise par défaut. Clément s'occupera de recueillir toutes vos questions. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit à nous demander, etc. Excusez-moi. Vous n'hésitez pas vraiment à intervenir. La présentation durera 30 à 40 minutes environ, peut-être un peu plus, maximum 45 minutes. Nous prendrons un petit temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. On prendra le temps de vous répondre. À la fin de ce webinaire, on sera toujours disponible aussi pour recevoir toute information dont vous avez besoin, toute question, voilà. Je pense qu'on peut démarrer les slides. Je vais laisser la parole à partir de maintenant au président directeur général de Hilbert. Steve, on est en partenariat, oui, pardon, on est en partenariat avec JR Conseil, bien entendu. Je ne t'oublie pas, ravi. Oui. Je laisserai Steve te présenter. Euh, Voilà, merci Caroline. L'idée, c'est donc effectivement, on va présenter dans un premier temps Hilbert, qui on est, et surtout, ce webinaire a été fait en partenariat avec JR Conseil, donc avec Ravi et Joseph qui est également avec nous, qui va pouvoir se présenter juste après moi. Donc pour ma part, donc je suis le président fondateur d'Hilbert Investment Solutions. Donc on existe depuis 2012. On est spécialiste de la conception et de la distribution de produits structurés. En fait, on a la particularité d'avoir des équipes en France, au Royaume-Uni, en Belgique et au Luxembourg. Et nos équipes travaillent avec des CGP, des institutionnels, des équipes de gestion privée. Voilà, donc on est assez familier aux différents environnements sur ces différents pays. En résumé et en quelques chiffres, Hilbert aujourd'hui, c'est 350 millions d'encours sous gestion, 20 collaborateurs répartis sur ces pays-là, avec plus de 1500 clients finaux, donc voilà, les clients qui sont arrivés via des CGP, parce qu'Hilbert aujourd'hui commercialise et distribue toujours en réseau intermédiaire avec les conseillers en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, on a plus de 300 CGP partenaires actifs qui sont majoritairement répartis entre la France et le Royaume-Uni. Voilà. Une des grosses forces aujourd'hui d'Hilbert, c'est d'avoir une plateforme digitale qui offre des services complets allant du pricing, donc la conception du produit structuré, jusqu'au crédit patrimonial, avec bien évidemment le parcours en ligne, la souscription en compte titre en ligne. Et puis dans cette offre justement de plateforme, on a mis également en place des services. Et l'idée aujourd'hui de ce webinaire, c'est justement de présenter Ravi Joseph qui fait partie justement de tout le package et l'accompagnement qu'on apporte sur la partie offre de la plateforme, y compris la partie réglementaire. Donc je laisse Ravi se présenter justement. Merci Steve, merci en tout cas. Bonjour à tous, donc je m'appelle donc Ravi Joseph, Ravi est donc mon prénom et voilà, je suis donc fondateur et gérant du cabinet JR Conseil. JR Conseil est un cabinet totalement dédié en fait aux intermédiaires en assurance, aux conseillers en gestion de patrimoine et bien évidemment aux conseillers en investissement financier. Alors j'interviens la plupart du temps dans la partie conseil et l'accompagnement et surtout la formation dans l'accompagnement réglementaire et de la mise en conformité. J'interviens également aussi en audit et en contrôle blanc pour des cabinets qui souhaitent évidemment voir ce qu'ils en sont au niveau conformité réglementaire. Et puis, depuis septembre 2020, je suis donc un organisme de formation Datadocké et donc je propose bien sûr mes formations réglementaires, notamment sur toute la mise en œuvre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et entre guillemets, toute la partie réglementaire AMF, ACPR et bien évidemment TRACFIN. C'est toi qui as la main, Steve?
Je t'entends pas, Steve. Tu m'entends? Ah pardon, j'avais coupé mon micro quand tu parlais, Ravi, je disais. Donc, ce qu'on a mis en place comme atelier aujourd'hui, c'est on l'a designé, en fait, on l'a conçu pour 3 cibles, donc des conseillers en investissement financier, des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers en assurance. Donc ça a été un peu l'objet du programme, du webinaire, avec, dans un premier temps, on va faire des rappels sur MIF2, DDA. Donc au sommaire aujourd'hui, on va voir également la rémunération des CGP dans ce contexte réglementaire qui est assez fort. Et puis ce qui est assez important là-dedans, c'est la notion de CGP indépendant ou dépendant. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure en intro, on va parler effectivement du service Hilbert Academy, qui fait partie de l'offre globale de la plateforme qu'on a mis en œuvre, en place pour nos CGP. Euh, donc, euh, donc, les obligations réglementaires, c'est un vaste sujet, n'est-ce pas, Ravi? Je pense que tu peux en parler. Oui, effectivement, Steve, c'est un vaste et un très grand sujet, notamment, d'autant que 2021, ce sera vraiment une année, entre guillemets, de contrôle, pas que au niveau de la Chambre et association, pardon, mais aussi contrôle régulateur confondu, c'est-à-dire ACPR ainsi que l'AMF. Donc, évidemment, là-dessus, ça va être un point assez important pour tous les cabinets sur la partie réglementaire. Et quelle alternative justement pour s'en soustraire? L'alternative là-dessus, c'est de mettre en œuvre justement votre cabinet en conformité. En tout cas, de montrer que vous avez fait l'effort, de montrer que vous avez mis en place un certain nombre de process, de procédures, d'applications, d'outils qui permettraient, entre guillemets, de montrer votre bonne foi justement dans cette avancée d'obligations réglementaires. Si rien n'est fait, évidemment, là-dessus, on a des risques derrière, bien évidemment, au-delà de la sanction pécuniaire, mais des risques beaucoup plus importants. On l'évoquera un peu plus loin. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc comme l'a dit Ravi tout à l'heure, enfin à l'instant même, moi je vais faire un petit rappel sur la partie MiFID 2 et les règles de MiFID 2, enfin en résumé. Donc si je fais un petit résumé sur MiFID 2, à l'origine ça a été donc c'est un vaste chantier qui a été fait par l'ESMA, qui est l'organisme qui gouverne aussi bien les producteurs, les banques, enfin tous les marchés financiers. Et il y a vraiment différents blocs dedans, mais le gros, entre guillemets, c'est la partie dérivée, donc les contrats OTC qui sont faits par les banques. Donc il y a pas mal de règles qui sont faites à ce niveau-là. Il y a des règles de calcul de liquidité pour ces produits financiers-là qui sont assez complexes. Et puis il y a surtout un volet qui impacte pas mal les brokers, enfin les courtiers, les banques, qui est la partie financement de la recherche. Donc en gros, faire passer le coût de la recherche aux clients finaux. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui et ce qui vous concerne également, c'est tout le périmètre accru qui est sur la partie reporting. Donc, en résumé, l'information que vous allez envoyer à vos clients, les règles de transparence qui ont été mises en place pour aussi bien le distributeur que le producteur du produit, et puis bien évidemment la partie protection des clients. Et donc, alors moi, dans un premier temps, je vais inciter sur la partie gouvernance produit, donc qui fait partie du volet des MiFID 2 et qui impacte aussi bien le producteur de produits financiers que le distributeur. Sur cette partie-là, donc sur ce slide-là, vous avez en fait ce qu'a fait l'ESMA et le régulateur. Il a fait en fait en gros 2 schémas. Enfin, donc en gros, quand on produit un instrument financier, donc ce qui nous impacte, est-ce que dans un premier temps, enfin la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est soumis à MIF 2? Donc en gros, est-ce qu'on est régulé comme une société de gestion, un PSI ou un assureur? Et si c'est le cas, il y a déjà des règles qui sont assez lourdes et assez contraignantes pour le producteur. En gros, le producteur doit faire des tests, doit valider l'instrument financier qu'il va mettre sur le marché. Moi, je prends toujours l'exemple un peu comme le constructeur automobile qui va faire des crash tests entre guillemets avant de distribuer son véhicule. C'est un peu ça en fait. Quand on est producteur d'instruments financiers comme nous, on doit faire des tests, on doit valider le produit qu'on met sur le marché, on doit définir un marché cible. Et puis, on doit bien évidemment fournir au distributeur tous les documents pour que le distributeur puisse bien comprendre le produit en question et surtout bien le commercialiser. Voilà, donc ça c'est quand on est régulé. Après, il y a l'autre patte, en fait, effectivement, qui est un peu ambigu et surtout qui va vous impacter, vous, distributeur, c'est quand on est producteur d'instruments financiers
et qu'on n'est pas soumis à MIF2, eh bien là, en fait, le régulateur s'attend à ce que toutes ces démarches-là, toute la partie définition du marché cible, soit faite par le distributeur et donc par le CGP. Et donc, Ravi, je pense que tu peux en dire un mot là-dessus sur le marché cible. Oui, effectivement, Steve. Effectivement, il faut rappeler juste que l'ESPA, évidemment, donne aussi ses directives à l'AMF, à la CPR, justement, sur toute la partie gouvernance produit depuis la MIF2 jusqu'à maintenant, avec la DDA. On reviendra un peu plus tard sur la DDA. Mais concernant effectivement le côté distributeur, la MIFID 2 rappelle toujours que, bien évidemment, il y a aussi la responsabilité et obligation du distributeur, à savoir, effectivement, face à ça, au niveau, sur la nouvelle réforme de la gouvernance produit, et notamment l'obligation de mettre en place des procédures, encore une fois, un process et des outils, et notamment, par exemple, tu viens de le citer, concernant le marché cible. Savoir ce que c'est le marché cible et ce que c'est et comment l'appliquer et comment surtout faire face à cette nouvelle directive. Oui. Oui. Donc voilà, donc, sur ce slide-là, en fait, on a un peu résumé les grandes lignes qui sont applicables aux distributeurs. Donc, en résumé, il y a déjà une première étape qui est de bien comprendre ce qu'on va commercialiser comme instrument financier, y compris les instruments complexes, maîtriser les caractéristiques, s'assurer que finalement, on a bien tous les éléments, qu'on a bien transmis toutes les informations au client final, et faire effectivement ce que vient d'évoquer Ravi, mettre en place une définition d'un marché cible. Après, on retrouve également cette notion de marché cible et de réglementation autour de la distribution sur la réforme DDA. Ravi, tu peux nous en dire 2-3 mots sur DDA également? Juste un petit peu avant, justement, sur le marché cible, si on peut revenir sur le slide d'avant, ouais, juste un petit mot là-dessus. En fait, le marché cible, côté distributeur, ce qui est intéressant aussi pour nos amis qui sont là aujourd'hui, côté producteur, on a vu un certain nombre d'obligations que vous devez mettre en place en tant que producteur et notamment concepteur, mais pour les distributeurs aussi à des obligations, on y reviendra aussi, parce que la MIF2 a commencé à l'instaurer, mais la DDA l'a confirmé sur le marché cible, c'est-à-dire que c'est la cohérence d'un produit ou d'une solution face à une certaine typologie de clients. Donc, c'est ça le marché cible. Ça se traduit effectivement lorsque la compagnie ou le producteur construit un produit, eh bien, en fait, il va chercher à répondre aux besoins des clients, aux besoins de type de clients, entre guillemets. Et donc, pour cela, il va déterminer le marché cible. Et ben, c'est la même chose aussi pour le distributeur. Il faut aussi qu'il détermine son propre marché cible, à savoir déterminer le type de client qu'il a au sein de son cabinet, de son activité, définir éventuellement les connaissances et expériences de son client par rapport à ça, la tolérance au risque, etc., etc. Enfin, le tout, entre guillemets, avant, bien évidemment, de souscrire, bien évidemment, à une opération. Oui, tout à fait. Et j'ajoute justement, en fait, ce qu'attend également le régulateur, c'est que finalement que le distributeur fasse l'adéquation entre le marché cible qui a été défini par le producteur et le marché cible qui est à nouveau redéfini par le distributeur. Donc c'est assez complexe, mais il y a effectivement ce jeu d'adéquation entre les deux. Voilà. Donc, et justement sur DDA, Ravi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur DDA? Alors, on va revenir justement sur la DDA maintenant. Alors, donc, le DDA, juste le slide d'après, voilà. Pas de souci. Celui-là, donc, la directive distribution d'assurance que tout le monde connaît. Donc, on sait que ça a été instauré en octobre 2018. On a eu une petite marge de manœuvre par rapport à ça pour l'appliquer, entre guillemets, au sein des cabinets. De sources sûres de la part de la CPR, ils nous avait dit, voilà, on aurait à peu près 9 à 12 mois pour pouvoir l'instaurer. On est donc en 2020-21 maintenant, et en 2021, donc, tous les cabinets vont donc être par-dessus, enfin sur ce point-là, contrôlé sur l'application de la DDA, donc la directive distribution d'assurance. Alors, ça concerne tous les acteurs, évidemment, et ça concerne bien évidemment aussi bien les intermédiaires d'assurance que les CGP. Et sur les grands thèmes de DDA, Ravi, qu'est-ce que… parce que… Oui. Oui, effectivement, là, on le voit à l'écran, on va dire les 5 principaux, mais plus focalisé pour nous en ce qui concerne 2-3 aspects importants dans les grands thèmes de la directive. Aujourd'hui, c'est la gouvernance produit, la gouvernance et surveillance produit. La gouvernance et surveillance se définit, entre guillemets, un moyen à disposition concernant la maîtrise sur la distribution des produits d'assurance. C'est avant tout ça. Et la DDA instaure
une gouvernance produit conjuguée à une surveillance continue justement adéquate, comme Steve l'a dit tout à l'heure par rapport à ça. On a une question là, je crois, non? Oui, tout à fait, Ravi. On a une question. C'est une question à propos du marché cible. Sur une opération précise, Monsieur Guéraud nous demande comment valider un investissement de cible 7. Alors, le marché cible, déjà, se focalise par rapport à ce que la gouvernance produit de la compagnie vous a donné comme directive. C'est-à-dire que si elle a défini tel produit comme un produit prudent, équilibré ou dynamique, importe, vous devez en conséquence l'appliquer tel que le marché cible a été défini par la compagnie. Mais vous avez aussi un marché cible qui peut être appliqué autrement, c'est-à-dire que vous estimez que ce marché cible défini par la compagnie ne convient pas par rapport à votre portefeuille de votre client ou à votre client ou à la typologie de votre client. Vous dites que le produit, de toute façon, je l'avais déjà avant et qu'aujourd'hui, malgré que le client a un profil plutôt prudent et que le marché cible le définit comme un profil équilibré, mais je continue, je veux quand même le laisser. Donc, vous le définissez dans un marché cible négatif et par conséquent, vous avez effectivement le droit de l'instaurer, de l'appliquer tel quel. Alors, en règle générale, aujourd'hui, 80-90% des conseillers appliquent le marché cible de la compagnie. Il a été défini comme ça, mais il y a une partie, effectivement, des CGP, entre guillemets des conseillers, peuvent appliquer le marché cible négatif, c'est-à-dire que j'estime que pour mon client, il n'y a pas de risque majeur sur ce point-là, et donc je le garde et je l'instaure. Donc, il n'y a pas de niveau, entre guillemets, pour répondre à la question, niveau 6, 7, 8, etc. Ça dépend évidemment, encore une fois, de degré de chaque compagnie, à quel niveau il instaure. Je ne connais pas tous les degrés de toutes les compagnies, mais en fonction de ça, si ce degré correspond au profit de votre client, vous l'appliquez. Si ce degré ne correspond pas au profit de votre client, donc vous rentrez dans un marché cible négatif. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Ravi, tu veux continuer sur les… Donc, voilà, sur le slide d'après, moi, en fait, on vous a… Oui, tu veux… On va juste effectivement un Oui. petit peu détailler parce qu'on a évoqué la gouvernance produit. La question est arrivée, je voulais juste répondre à la personne. Oui. La gouvernance produit aussi impose au CGP de s'assurer que le produit qu'il propose, qu'il commercialise, soit en adéquation parfaite avec le client. En tant que distributeur, vous avez aussi un devoir d'obtenir les informations nécessaires du producteur-concepteur. Vous avez aussi un devoir de comprendre les caractéristiques du produit et de sa cible. On vient de dire à l'instant. On a aussi un devoir de définir un marché cible. Donc, on vient encore une fois de le décrire, son propre marché cible au sein de son cabinet. Et aussi, à la fin, on doit s'assurer, bien évidemment, la cohérence du produit entre le marché cible et son client. Là, c'est ce qu'on peut dire sur la partie, finalement, gouvernance et surveillance des produits. Sur la deuxième partie, Steve, tu veux peut-être rajouter effectivement là-dessus, et on en est tous conscients, sur l'information et la transparence. C'est quoi l'information et la transparence? Information, déjà, c'est que entre le courtier et la compagnie, entre le conseiller ou le producteur-concepteur, il y a une source d'information qui doit remonter dans un sens comme dans un autre. Tout à fait. Les Tout à fait. deux, systématiquement, Steve peut évidemment nous confirmer cela, les deux, bien évidemment, doivent et bien sûr s'échanger, informer systématiquement, entre guillemets. La compagnie a un devoir d'informer ses courtiers conseillers s'il y a une modification, s'il y a un changement sur le produit ou sur, ou sur des réformes ou sur des informations, et vice-versa. Enfin, troisième point aussi sur le devoir de conseil. Le devoir de conseil, c'est le but du devoir de conseil, c'est d'abord d'être en adéquation parfaite et d'apporter toute la lumière à vos clients. C'est d'apporter toutes les explications afin qu'ils puissent prendre une décision d'une manière éclairée. C'est ça le devoir de conseil. Ça passe évidemment par un devoir d'information, la première chose, parce que est-ce que j'ai bien informé mon client sur le produit? Est-ce qu'il a été au courant de ce qui a été effectivement mis en avantage ou en inconvénient? Et ensuite, j'ai un devoir de conseil sur ce produit pour voir est-ce que ce conseil est bien adapté par rapport à l'objectif du client, par rapport, bien sûr, à sa capacité, à son profil. Et bien sûr, en la fin, j'ai un devoir de suivi pour savoir si le produit en question est bien cohérent du début de la mission jusqu'à la fin de la mission.
Ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que quand on essaye de là, on vous a fait un petit schéma, qui est assez, voilà, qui prend entre guillemets toutes les étapes qui, voilà, c'est un peu une sorte de parcours du combattant pour le conseiller, pour bien s'assurer d'avoir mis en place, les lettres de mission, les rapports, les DR, les fi et avoir également toutes les fiches produits au niveau du producteur. Mais en fait, donc nous, on vous a résumé là sur, ce parcours-là, mais qui a l'air assez complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien le volet, donc, sur la droite où nous, quand on est producteur, donc les informations que comme le disait, tout à l'heure Avi, les informations qu'on doit vous fournir, donc sur la fiche produit, le DC avec tous les éléments, du produit, le rapport de mission. Alors, on a mis rapport de mission, mais c'est aussi également le rapport, tous les reporting sur la performance du produit sont des informations qu'on doit vous transmettre pour que vous puissiez les relayer auprès de vos clients. Et voilà, donc c'est assez lourd et assez contraignant. Mais ça fait partie de tout le volet réglementaire, y compris sur les frais, sur les frais qui doivent également figurer sur les documents pour apporter la transparence auprès du client. Voilà, c'est assez contraignant quand on voit se dérouler là avec toutes ces choses, toutes ces étapes. Euh, euh, alors le dernier slide, c'est plus pour vous montrer quelque part que la gouvernance produit, elle est faite des deux côtés. Donc, comme le disait tout à l'heure Ravi, il y a la partie qui est faite par le distributeur qui est obligatoire parce qu'il y a la notion d'adéquation des besoins des clients et surtout la situation des clients finaux. Et ces besoins-là, ces situations-là, en fait, elles sont uniquement maîtrisées et maîtrisables que par le CGP qui, lui, est en face du client final. Mais en revanche, il y a également une partie de ce process-là qui est déjà fait par le producteur, donc nous, par exemple, ou une compagnie d'assurance, qui reprend la typologie de produit, le risque, l'horizon sur lequel le produit peut être fiable, les garanties qu'il y a sur le produit, le niveau de rémunération qui est déjà conçu dans le produit. À nouveau, c'est comme je faisais l'exemple tout à l'heure, l'analogie avec le constructeur automobile, c'est vraiment tout ce qu'on a mis en amont pour vous dire, en fait, le produit, il marche dans ces conditions-là et charge à vous charge au distributeur de s'assurer qu'on a bien l'adéquation entre les besoins des clients finaux avec le produit pour que ça matche bien des deux côtés, quoi. Oui, effectivement, Steve, entièrement d'accord là-dessus. Et puis, il y a donc le côté producteur qui, rappelons-le, encore une fois, fournit 90% des informations concernant et qui ont besoin pour la gouvernance produit du distributeur, hein. Donc, il faut le rappeler, la gouvernance produit, c'est quoi en clair? Ça consiste tout simplement à référencer l'ensemble des produits qu'on va distribuer. Je vends des tomates et des courgettes, pas des petits ronds. Donc, voilà, je vais effectivement rassembler entre guillemets toutes ces informations-là. Et pour ce faire, justement, on va se procurer toutes ces informations, les renseignements concernant de la part du producteur compagnie ou du concepteur. Et pour cela, on va donc déterminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement toute la gouvernance produit, le marché cible. On va évidemment étudier les conditions générales, notamment qui concernent le produit, et tout ça pour à la fois retirer toutes les caractéristiques et l'essence même des produits afin que le CGP puisse donner toutes les informations claires et non trompeuses, ce que la loi, entre guillemets, ce que le régulateur souhaite aujourd'hui et ce que la DDA, entre guillemets, instaure ça. Tout à fait. Euh, Le slide suivant, et donc là, on va rentrer sur la thématique de la rémunération, avec sur cette partie-là, ce qui joue le facteur déterminant, c'est la notion de CGP indépendant ou dépendant. Je vais. Ravi, est-ce que tu veux rentrer là-dessus sur... On est sur le slide d'après, je pense, au niveau justement sur l'indépendant. Alors, il y a effectivement le CGPI, comme vous l'avez connu à l'époque et il continue encore un petit peu. C'est effectivement le CGPI qui ne fonctionne en format totalement libre et c'est uniquement en format conseil pur et dur et qui n'intervient pas dans la sélection des produits et encore moins dans la distribution et la commercialisation. Et donc, son modèle économique fonctionne en format honoraire. Alors, le CGPI aujourd'hui qu'on connaît, il est très, très peu présent. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, il existe moins de 5% sur la population, sur l'ensemble de la population des CGP.
Le slide suivant permet effectivement de montrer que le CGP, lui, par contre, il est quasiment présent partout, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le modèle économique du CGP, il se repose majoritairement sur des commissions rétro fournies par les producteurs, fournisseurs, et donc il travaille principalement qu'avec des partenaires, on va dire, assurantiels la plupart du temps. Et du coup, Ravi, sur les différents types de rémunération, finalement, quand on essaie de les résumer qu'on peut avoir pour un CGP ou un CGPI, quels sont les types de rémunération qu'on a encore aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité sur le marché français? Alors, on a effectivement 3 types de rémunération. On va avoir, bien sûr, ce qu'on voit à l'écran, la commission qui est quasiment classique, la plus courante, qui permet effectivement de commercialiser un produit et pour lequel on a effectivement une commission versée de la part de la compagnie. Voilà. La rétrocession, c'est effectivement, on repasse la même chose au niveau de la commission parce qu'on est rétrocédé sur ce qu'on a effectivement présenté, commercialisé comme produit. La commission sur encours, elle est aussi très bien connue de la part de nos amis conseillers parce que elle joue sur le volume, bien évidemment, du produit. Plus j'en mets, plus c'est important au niveau de la compagnie, plus je fais masse, entre guillemets. Voilà. Et puis, au bout d'un moment donné, voilà, j'ai 3, 4, 5 partenaires et dont un qui se différencie parmi les autres parce que justement, par rapport à cette partenaire, tous les 3 quarts de mes clients, on a mis leurs produits dessus et donc, par conséquent, la commission sur encours est importante par rapport à ça. Attention là-dessus, justement, sur ces parties-là, notamment la commission rétro, commission sur encours, ont un facteur lié, entre guillemets, on n'a pas évoqué, on a évoqué assez brillamment, c'est un facteur lié avec les conflits d'intérêts. Qui dit notion de rémunération dit forcément une notion de conflit d'intérêts parce qu'il y a forcément, qui dit rémunération, il y a un léger conflit d'intérêts parce que justement on dépend par rapport à ça. Ensuite, les deux autres rémunérations, c'est le success fees, tout le monde connaît aussi, c'est en fonction bien évidemment de la réussite de l'opération. Si c'est réussi, on perçoit un pourcentage sur la mission qu'on a instaurée. Puis, bien sûr, on a parlé d'avantages non monétaires, ça c'est les primes, les bonus, les cadeaux qui existent un petit peu moins, on va dire, aujourd'hui. D'accord. Et sur la partie, tu vois, donc, oui, les avantages, effectivement. Et comment fonctionne finalement la rémunération d'un CGP? Parce que donc là, tu viens d'évoquer les différents traits, mais comment ça fonctionne au jour le jour pour un CGP? Aujourd'hui, un CGP fonctionne principalement et majoritairement en commission, donc on l'a dit. Il tourne avec des partenaires et il y en a une dizaine la plupart du temps, ou un peu moins pour certains cabinets qui sont des petites tailles, mais ça suffit. Il faut au minimum en avoir 3 ou 5 à partir de là. Et puis, à partir du moment qu'ils proposent et commercialisent leurs produits, ils sont rémunérés. Il y a un taux de commission qui est bien sûr négocié entre les deux partenaires et donc ils sont rémunérés en format commission. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Le client, par conséquent, est informé du fonctionnement de la rémunération sur chaque document d'entrée en relation, le fameux DER, dans lequel le CGP précise, je rappelle, le mode de rémunération, donc commission, rétrocession ou honoraire, s'il est format honoraire, et précise uniquement qu'il est payé, entre guillemets, par la compagnie. Donc, c'est comme ça qu'en fin de compte, tout ça, c'est transparent. On a parlé tout à l'heure de transparence. C'est dans la règle de l'art aujourd'hui. La DDA, la MIF 2 demande effectivement cette transparence concernant le fonctionnement de la rémunération du conseiller envers son client. Et le client veut savoir aujourd'hui, effectivement, quand on lui demande un certain nombre d'informations sur la rémunération, il se doit de savoir comment fonctionne le CGP par rapport à ça. Oui, tout à fait. Ok, Alors, oui. Là, oui, tu peux revenir après sur le slide d'après. Donc, il y a un petit schéma, je crois. Sur le slide d'après, il y a un petit schéma, oui, qui a été fait sur le fonctionnement effectivement du partenariat que l'on propose. Et donc là, on est d'accord, Ravi, c'est pour dans ce schéma-là, le CGP garde son indépendance puisque on est sur un format honoraire comme tu l'écrivais tout à l'heure. C'est bien ça, le CGP reste indépendant dans le schéma.
Complètement. Le but et la manœuvre effectivement d'un CGP, et là on anticipe un petit peu effectivement sur la gestion de ce mandat. On est sur un format plutôt comme ça. Dans ce schéma, on le voit. Euh, et à ce moment-là, il est totalement libre de donner ses conseils à ses clients. Il continue à les gérer, bien évidemment. C'est toujours lui qui a la main sur ses clients. Ça, c'est impératif. C'est quasiment crucial. Il ne perd pas la main, il faut vraiment le signaler, et que par conséquent, toute la partie, la manœuvre réglementaire, obligation des formalismes pardon, de la rémunération, bah, tout ceci est géré par une structure. Là, on le voit sur le schéma, a priori, c'est bien sûr par la structure Hilbert qui, elle, s'occupe justement de toute cette partie-là. Oui, tout à fait. Après, moi, je vais juste ajouter une sorte de petit parallèle sur le marché anglais, parce que ce schéma-là, on l'a déjà fait, on le fait aujourd'hui. Alors, j'ai pas envie de dire les Anglais ont été précurseurs sur ce mode de rémunération, mais quelque part oui, puisque au Royaume-Uni, ça fait quand même depuis plus de 10 ans que les CGP n'ont plus le droit aux commissions, au rétro, il n'y a plus rien. Donc, ça a pas mal écrémé un peu le marché. Et le schéma aujourd'hui qu'on a, nous, qui est en place, et c'est le schéma du marché, hein, finalement, qui a été défini par le régulateur, c'est bien un schéma où on a un versement d'honoraires, et souvent les CGP sont un peu inquiets parce qu'ils se disent ah oui, mais est-ce que ça veut dire que je vais devoir présenter ma facture quelque part à mon client final? Eh bien non, pas forcément, parce que nous, ce qu'on fait au Royaume-Uni et ce qui est la pratique de marché, c'est le CGP reste indépendant, il conseille son client final et l'honoraire peut être fait. Donc, bien évidemment, le client final sait quel est le montant de l'honoraire et le paiement peut être fait directement par le producteur, donc Hilbert, ou alors le client final fait lui-même le chèque, ce qui est assez rare finalement, puisque en fait les Anglais ont la même problématique qu'en France, et c'est assez difficile pour un CGP de présenter une facture à un client final. Mais en fait, la réglementation ne dit pas qu'on ne peut pas le faire. Donc, c'est tout à fait possible de faire un schéma comme là, on a mis en place, où le CGP reste indépendant, il conseille son client final, et le versement d'honoraires, dès lors il est transparent auprès du client final, le versement d'honoraires, il est fait par le producteur. Et donc, c'est ce qui est notre cas. On a bien un producteur qui va, lui, dans le produit, reprendre les commissions des différents. Alors, soit dans le schéma, on a mis une commission qui peut venir auprès d'une compagnie d'assurance vie, une société de gestion ou un autre PSI, ou tout simplement d'un produit financier. Cette commission-là, elle sera au niveau d'Hilbert, qui ensuite va le redispatcher auprès du CGP, mais sous forme d'honoraires cette fois-ci, en totale conformité avec la réglementation. Donc voilà, c'est un peu l'idée de ce qu'on propose comme service sur la plateforme Hilbert, et c'est ce qu'on pratique déjà au Royaume-Uni depuis pas mal d'années, depuis qu'on s'est lancé sur ce marché-là, et ça fait quasiment 10 ans que tous les CGP anglais le font déjà. Et ça marche plutôt bien, plus visiblement, c'est ça, hein. Oui, tout à fait, oui, ça marche pas mal. En fait, on ressent finalement le CGP sur sa notion d'indépendance, de conseil auprès des clients finaux, et, pas et toutes les galères entre guillemets, les tracas pour collecter les commissions, les paiements des commissions qui sont pas faits ou qui sont à venir, qui traînent auprès des plateformes. Et en fait, tout ça, c'est centralisé auprès du producteur, et le CGP reste vraiment indépendant. Finalement, il reste concentré sur ce qu'il aime bien, ce qu'il a toujours aimé, c'est la relation client et la vente de produits auprès de ses clients. En fait, Steve, c'est ça, parce qu'au début, effectivement, ils étaient un petit peu réticents. Au début, ils ne savaient pas trop justement comment appliquer des honoraires, ça n'allait pas marcher. Il y en a beaucoup qui avaient un petit peu un doute, et ce qui est un peu le cas pour nous en France. Et justement, ils l'ont réussi, vous avez réussi quand même à passer ce cap, et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, c'est bien ça. Donc, le Oui, modèle économique de format honoraire, du coup, il fonctionne, et plutôt pas mal, parce que du coup, ça oblige, entre guillemets, ça retire peut-être tout le côté tracas, comme tu l'as dit, effectivement, de tout le reste, et on se focalise vraiment principalement 80% plutôt à l'intérêt du client, et non plus penser au reste, effectivement, de formules de la rémunération, quoi. tout à fait, tout à fait. On avait une question, Oui, Caro, qui est apparue. Alors, je l'ai vue brièvement. oui, Oui, excuse-moi, on avait effectivement, on a eu deux questions. En fait, on avait Monsieur Guéraud tout à l'heure qui avait demandé, tu sais, sur le marché cible, il avait demandé aussi l'impact par rapport au marché Covid.
L'impact par rapport au marché Covid, comment ça? C'est-à-dire que par rapport à l'information, par rapport Peut-être la vente à distance, à mon avis. C'est peut-être là au le niveau de la contexte. vente à distance, est-ce qu'on peut avoir des… Non? Est-ce qu'on peut peut-être ouvrir le micro à Monsieur Guéraud s'il veut éventuellement intervenir, pas de souci. Mais il faut savoir, en fait, ce qui s'est passé pendant le Covid, il y a eu deux facteurs qui a eu un impact, pardon. La première, c'est qu'il y a eu beaucoup, effectivement, qui ont pensé, on ne savait pas trop comment réagir face au Covid. Évidemment, c'était un scud pour tout le monde. On a reçu ça en plein de figure. On ne savait pas trop comment réagir. Certains m'ont dit bah, j'attends que ça se passe et on verra après. Ça a été une première erreur, entre guillemets. Et d'autres disent bah, je vais peut-être intervenir directement et informer. Et puis, et troisième point, c'est que évidemment, le produit en question que j'avais instauré à mon client avant ne correspond plus du tout par rapport à son profil aujourd'hui, entre guillemets, par rapport au marché d'aujourd'hui. Et donc, et là, il a fallu bien évidemment agir. Et là, le marché-ci prend tout son sens parce que, entre guillemets, et puis c'est d'ailleurs le devoir de conseiller prend tout son sens. C'est-à-dire qu'en tant que conseiller, eh ben, c'est le suivi du client qui est vraiment impacté là, pour le coup. Et donc, par conséquent, le marché dévisse. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde le portefeuille de mon client, je vais prendre position, je l'appelle en disant, voilà, il y a ça, ça, ça qui se passe. On attend, on fait quoi? On fait, enfin, disons, on agit entre guillemets avec le client. Et après, bien évidemment, on instaure ce qu'il y a à faire par rapport aux produits qu'on a mis en place et par rapport au marché cible et par rapport à la compagnie. Et à ce moment-là, les compagnies en question ont envoyé des alertes et envoyé des informations en disant attention sur ce type de produit, voilà, etc. Et c'est ça qu'il aurait fallu, bien évidemment, montrer pendant le Covid, ces informations, faire remonter ces informations sur ces points-là. Attention, parce que vous allez avoir, ils ne vont pas regarder à fond, mais ça va être assez contrôlé, notamment en 2021 sur l'impact du Covid et la gestion pendant le Covid, notamment des portefeuilles clients. Est-ce qu'il y a eu des mouvements? Est-ce qu'il y a eu des arbitrages? Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce que vous avez le client paniqué? Enfin, il y a tous ces points. On évoquera bien évidemment après, mais pour ne pas trop déborder sur le timing, mais ce sont des points très intéressants. Je pense que Steve, tu as eu aussi un aperçu, notamment parce qu'en France, on a eu le Covid, mais c'est évidemment international. Donc, en Angleterre, vous avez eu aussi le même impact. Ah oui, tout à fait. On a eu exactement le même impact avec la réaction qui a été comme tous les CGP. Les CGP anglais, ils ont réagi comme les CGP français. C'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors nous, on a la chance effectivement d'être à la fois teneur de compte et distributeur, enfin producteur-distributeur, voilà, slash producteur-distributeur. Donc, finalement, les clients, en fait, une fois qu'ils ont ouvert un compte chez nous, ils sont à la maison. Donc, la relation, certes, commerciale entre nous et le client final est toujours faite via le CGP. Et en fait, on a fait preuve de pédagogie à expliquer à pas mal de CGP français et anglais que voilà, les VL, c'est souvent du court terme, il y a souvent des écarts de marché à court terme, c'est que de la valeur à court terme. Et on a bien fait parce que en faisant preuve de pédagogie et en gardant l'horizon sur le long terme, oui, il y a eu des VL qui ont chuté au mois de mars, mais après, elles sont bien remontées. On a fait des belles plus-values pour des clients. Voilà, donc c'est aussi ça en fait, c'est ne pas forcément céder à court terme sur les réactions de marché à court terme et garder le cap sur ce qu'on s'est fixé comme horizon quand on a conçu justement le produit en amont, quand on a fait tout le travail du due diligence avec le client final et le CGP pour s'assurer de l'adéquation du produit. C'était un produit qui a été fait sur du long terme. Et effectivement, il y a eu du bruit à court terme. Alors, c'est vrai que je vais l'air dire à court terme parce que le Covid n'est pas encore fini, mais comme vous l'avez pu voir sur les marchés financiers, oui, il y a eu une énorme baisse au mois de mars. Après, les marchés sont bien repris. Et aujourd'hui, on est plutôt sur une phase où il y a eu de belles plus-values pour les clients. Il y a eu pas mal de consolidation. Et certes, c'est pas encore fini. Il y a encore des produits voilà, qui traînent. Mais on est déjà en meilleure posture qu'au mois de mars. Voilà. Disons que vous avez effectivement accompagné vos conseillers, le réseau entre guillemets de Dilberg, justement sur cette partie-là et rassurer notamment les conseillers et même accompagner les conseillers envers les clients, quoi, c'est ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une question là sur le chat sur la pédagogie obligation réglementaire d'arbitrer et réaliser les pertes. Pas forcément parce que, en gros, quand on a un produit structuré, je donne l'exemple du produit structuré, certes, il y a des écarts de VL à court terme, mais sortir, justement, arbitrer et réaliser une perte, c'est pas forcément dans l'intérêt du client parce que le produit, il est conçu sur un horizon à long terme avec des niveaux de barrière et en sachant que nous, dans tous nos produits que nous concevons, donc nous Hilbert, en tant que producteurs, on a une obligation de liquidité. Donc en fait, on accompagne le client final et le CGP dans le rachat du produit. Donc, et on affichera toujours un prix de VL. Donc là, je vais rentrer un peu trop dans le technique peut-être. Mais pour moi, il y a vraiment de la pédagogie pour ne pas céder à la panique à court terme. Et après, nous, il y a une obligation qui est de marché, c'est d'accompagner effectivement le CGP et le client final pour, si jamais il a besoin de son argent, il peut toujours partir. Mais souvent, en fait, euh, c'est jamais bon de céder à court terme. Et c'est vrai que c'est jamais bon de céder à court terme, mais surtout de céder à la panique. Alors, effectivement, Steve, tu viens de le confirmer. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à ça, et ce sera un des points réglementaires, notamment un des points de contrôle sur ce point-là au niveau du Covid, et on fermera le chapitre Covid après, mais effectivement sur comment le conseiller a géré pendant cette durée de Covid, comment justement il a accompagné ses clients et comment il a fait son suivi par rapport à ça. Est-ce que Steve vient de le décrire effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut bien évidemment accompagner aujourd'hui les conseillers. Les conseillers en ont besoin. Les conseillers, c'est un peu, voilà, ils sont un peu aussi, se retrouvent un peu seuls. Et en plus, cette période-là était une période très difficile avec très, très peu de retours. Et c'est vrai qu'on a vraiment un besoin de service dans ce cas-là, d'accompagner, entre guillemets, d'un accompagnement, à savoir ce qu'il faut faire, est-ce que je panique, est-ce que j'arbitre, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça. Et c'est vraiment ce point-là. Moi, je suis beaucoup intervenu dans cette période-là pour les CGP, justement pour les dire, attention, voilà les procédures à mettre en place. Donc, on voit un peu plus clair, effectivement, Steve, par rapport à ça au niveau Covid. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ça? On peut passer au slide d'après, éventuellement, et on reviendra après s'il y a besoin. On peut continuer. OK. Alors, oui, vas-y, Lucie. Non, j'allais t'introduire sur les procédures qui sont assez lourdes quand on est, puisqu'on parlait de réglementation et d'obligations réglementaires, quelles sont finalement toutes les procédures qui sont à mettre en place. Et je crois que Ravi, tu as fait un slide qui est assez sympa. Donc, si tu me permets, je peux passer à ton Oui. slide. Voilà, donc je te laisse. Oui, c'est un slide qui décrit un petit peu, on parle de chronologie des procédures. En fait, en termes de procédure lui-même, il en existe à peu près de 70 procédures que chaque cabinet doit instaurer aujourd'hui pour qu'il soit en conformité totalement réglementaire sur la partie AMF, mais aussi bien ACPR ainsi qu'à TRACFIN. Donc, il y a à peu près 70 documents. 70 documents parce qu'en fait, depuis la MIF 2, en passant par la DDA et RGPD, et ainsi le DCI et le VAD, la vente à distance, ça s'est rajouté encore plus. Donc, sur ce schéma, on voit les principaux, entre guillemets, le fonctionnement d'un conseiller, à savoir du début, la relation avec le client. Donc, on est là dans un premier cas au niveau du client. On voit le client en premier. D'abord, ce n'est pas un client, c'est un prospect d'ailleurs. Le premier document qu'on présente à son prospect, c'est le fameux document d'entrée en relation, le fameux DER. Et dans ce fameux DER, effectivement, on décrit que je vends des tomates et des courgettes, je ne prends pas de potiron, je prends 3 000 € de l'heure, pas 5 000, etc., etc. Donc, on décrit ça. Et ensuite, on voit dans ces schémas, le deuxième document procédure qui va être demandé, c'est le fameux questionnaire client, dans lequel on va bien évidemment recueillir toutes les informations du client en question, à partir du moment qu'il a accepté, bien sûr, de dire votre DER m'intéresse et que je veux bien aller poursuivre en phase 2 pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller. Donc là, le conseiller, effectivement, prend le questionnaire en question. Attention, on parle d'un vrai questionnaire, d'un questionnaire produit, bien évidemment, par le conseiller. Ce sera regardé, bien évidemment.
dans lequel il aura bien sûr personnalisé par rapport à son activité. J'ai mis entre parenthèses études patrimoniales pour certains d'entre eux qui disent, ben voilà, monsieur le client, vous avez effectivement un certain nombre de choses. On va faire peut-être un état de l'art de votre étude patrimoniale, donc là, je peux le faire. Et là, instaurer bien évidemment une facturation. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Et puis, quand je prends évidemment les informations de mon client sur le questionnaire client, et bien là, j'applique ce qu'on appelle la vigilance client, ce qu'on voit sur l'écran, la fameuse cartographie des risques, c'est-à-dire la lutte anti-blanchiment d'entrée de jeu. Bien évidemment, je fais son profil, le client ne le sait pas, en fonction des informations que j'aurai recueillies du questionnaire client et je fais donc ma cartographie des risques. C'est à ce moment-là que je sais si oui ou non je vais travailler, je vais continuer à travailler avec mon client. C'est à ce moment-là, c'est pas qu'à la fin que je le sais, mais c'est ici que je le sais. Voilà, merci pour le curseur, là on le voit bien. C'est à ce moment-là qu'on voit effectivement si on va poursuivre l'aventure avec le client. Et si on poursuit l'aventure avec le client, on voit derrière une lettre de mission dans laquelle on va dire, voilà, monsieur le client, j'ai bien compris ce que vous voulez. J'expose donc dans une lettre de mission qu'effectivement, voilà, on va partir un petit peu 40% en assurance, on va faire 40% en IMO, on va faire voilà, 20% en monétaire, etc., etc. Et là, j'instaure une lettre de mission qui va accepter à travers cette lettre de mission. Et ensuite, dans le rapport de mission, bien évidemment, je vais détailler la couleur des tomates, comme je disais, si je vends des tomates, eh bien, je vais dire la couleur des tomates, la quantité des tomates, la qualité des tomates, la provenance des tomates, bref, toutes les informations concernant le produit. Et ensuite, bien évidemment, c'est après et uniquement après que la souscription part à la compagnie pour que le deal se fasse. Donc, vous voyez un petit peu sur ce schéma de la chronologie. Donc, dans un premier temps, le DER qu'on retrouve paraphé et signé au sein de votre cabinet. On retrouve ensuite le questionnaire client paraphé et signé évidemment dans son dossier. Et bien sûr, la cartographie des risques qu'on retrouvera dans le dossier Lab, on verra un peu plus tard. Et ensuite, on va retrouver la lettre de mission qu'on voit bien évidemment ici, qui va être encore une fois paraphé et signé, dans lequel on va décrire un petit peu l'ensemble sur quoi on va l'amener. Et puis, bien sûr, à la fin, le fameux rapport de mission et d'adéquation qui va clôturer bien évidemment l'opération en question avant d'envoyer bien évidemment la souscription. Comme Steve l'a dit tout à l'heure, évidemment, c'est un certain nombre de documents et d'informations qui doivent être présents. Aujourd'hui, je viens contrôler votre cabinet. Je prends un dossier client. Je dois retrouver justement tous ces documents-là dans l'ordre chronologique. C'est pour ça qu'on l'a rappelé chronologie. Dans l'ordre chronologique du DER, du questionnaire client, de bien sûr la lettre de mission, le rapport de mission, la cartographie des risques étant un point à part qui est normalement pas connu du client. Donc, on le fait autrement. C'est vrai que c'est assez lourd quand on voit toute cette procédure et toute cette documentation qu'il faut mettre en œuvre. Alors justement, nous, on a pensé à une solution voilà, pour notre plateforme qu'on a nommée Hilbert Academy. En fait, l'idée, c'est finalement de vous accompagner sur ce process-là, aussi bien sur la partie, alors il y a la partie évidemment production, produit, conception de produits, mais pas que ça en fait. Il y a la partie compte titre, la partie ouvrir des comptes en ligne, donc ça on sait le faire, le KYC, connaissance client, ça on sait le faire. Mais surtout, et donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est la partie réglementaire. Donc vous accompagner via une gestion sous mandat avec finalement des solutions pour vous aider aussi bien sur la partie allocation d'actifs. Et donc là, vous avez l'expertise d'Hilbert avec des gens maison, avec la recherche maison, pour finalement avoir la meilleure sélection de produits, de fonds pour vos clients finaux. Ou alors partir simplement sur une création de fonds ou de produits dédiés pour vos clients. Et comme je le disais au tout début aussi, on a une plateforme de compte titre qui s'appelle Infinity. C'est une plateforme qui fait le volet compte titre, donc l'ouverture de compte en ligne, le KYC en ligne, et puis bien évidemment la partie réglementaire, avec un audit qui est fait en partenariat avec JR, donc avec Ravi qui est aujourd'hui. Et donc cet accompagnement, il est fait aussi bien en amont, donc sur la partie mise en place de toute la documentation légale et la chronologie nécessaire pour faire le deal. Et puis surtout, la partie suivi, parce que une fois qu'on a vendu, il y a pas mal de choses à faire après, il y a en suivi, en ex-post. Et donc c'est cette partie-là, en fait, voilà, sur laquelle nous, on vous accompagne en tant que plateforme, intégrée aussi bien sur la partie conception, la partie distribution,
Et puis également la partie audit réglementaire sur le long terme et suivi de vos clients. Finalement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de vous accompagner pour que vous restiez focalisé sur votre savoir-faire, les besoins de vos clients, le conseil, apporter de la valeur à vos clients et voilà. Et puis le reste, vous bénéficiez de toute la structure qui a été déjà mise en place depuis pas mal d'années avec des équipes à Paris, à Londres, Luxembourg, en Belgique, et puis surtout la partie juridique et légale. Donc voilà, mais on a un peu résumé finalement les prestats, hein. Donc c'est avoir cette notion de gestion sous mandat et d'être libre, avec le moins de contraintes finalement qui vont peser sur le cabinet, mais qui seront au niveau de la plateforme. Idem pour les contraintes financières, puisque on vous accompagne sur la mise en place d'honoraires auprès de vos clients, donc de transparence auprès de vos clients et de conformité quelque part avec MIF 2, et surtout la partie, le gain de temps finalement, parce que vous allez rester focalisé, focus sur vos clients, la connaissance de vos clients et tout le reste, donc le devoir d'information, les documents, en fait, ils vous seront fournis et livrés par la plateforme. Et puis, vous gardez la main et vous avez bien évidemment l'expertise d'Hilbert avec l'accompagnement de Ravi. Je ne sais pas si Ravi, est-ce que tu veux nous détailler un peu plus sur l'accompagnement que tu peux faire au sein de la plateforme pour nos CGP ici présents? Oui, oui, bien sûr. En fait, l'idée qu'on avait avec Steve au départ, en s'associant évidemment sur cette plateforme, encore une fois, on est dans l'objectif tous les deux, avec Hilberg et JR Conseil, de protéger les conseillers, mais aussi de protéger leur activité, de protéger votre activité et surtout de protéger les conseillers. Vous le savez, pour certains d'entre eux qui me connaissent et éventuellement s'ils sont dans la salle, ils savent que depuis maintenant 9 ans, je suis effectivement au service des CGP et donc j'ai toujours maintenu ce cap-là. Pour ma part, je vais juste me présenter rapidement. Effectivement, j'ai commencé ma formation en tant que contrôleur au sein des chambres et associations. J'ai fait à peu près 498 contrôles sur France et Navarre. Et puis, formé sur la partie réglementaire à CPR, AMF et TRACFIN, plus de 4200 conseillers. Et je suis aussi auditeur agréé sur la norme ISO 22222. C'est un peu l'étoile Michelin qu'on peut dire pour les CGP. Et j'ai à peu près audité 120, 140 cabinets. Ce qui m'a permis d'avoir une petite connaissance du métier et à partir de là, de créer effectivement une formation totalement dédiée pour les cabinets de CGP, CGP SIF, hein, bien sûr, et qui permet effectivement de vous apporter sur toute la partie réglementaire et de conformité, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et avec Steve, on a eu effectivement l'envie, l'objectif et le même désir, entre guillemets, de vous proposer ce service qui sera proposé évidemment à tous ceux qui adhèrent à la plateforme. Je pense que Steve, c'est bien ça, hein. Oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait. L'idée, c'est de proposer le service à tous ceux qui adhèrent. Donc, ce sont des services qui sont inclus, qui sont dans le package global. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, vous allez avoir bien évidemment des formations qui permettraient de savoir un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut le mettre en place. Et aussi, pas que sur la partie réglementaire, mais aussi sur votre développement business notamment. Il y a des sujets très intéressants, il y a des moyens de développer là-dessus. Et puis à la fin du stage, vous avez évidemment toutes les informations, et y compris tous les outils nécessaires, les procédures nécessaires notamment, qui sont aujourd'hui utiles pour entre guillemets, anticiper un contrôle en 2021 du régulateur. Alors, on sait de sources sûres, on a appris en mois de novembre que la CPR a déjà enclenché un contrôle massif de contrôle sur pièce et de contrôle sur place. Le contrôle sur pièce, c'est-à-dire qu'on vous appelle et on dit, ben voilà, effectivement, il y a un certain nombre de pièces que j'ai besoin et on vous appelle le jeudi pour que ça soit envoyé le vendredi. Avec un peu de chance, on vous appelle le vendredi pour que ça soit envoyé le lundi. Donc, vous avez au moins 2 jours pendant le week-end. Mais le délai est très, très, très court. Et notamment sur le devoir d'information. Petite information au passage sur le devoir d'information et sur le suivi d'information. Donc, pensez à bien mettre en place tout ce que vous avez fait, notamment sur ce point-là, notamment. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on est là si vous avez besoin d'informations par rapport à ça.
Oui, oui. Voilà, donc moi donc sur la fin en fait ce qu'a dit Ravi c'est nous l'idée donc pour conclure hein, c'est on avance ensemble, on offre ce package là de services de suivi via GR Conseil pour tous nos adhérents et en fait comme le résumait très bien Ravi, hein, l'idée c'est d'avancer ensemble et d'être voilà d'avancer main de la main avec les CGP et c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs années au Royaume-Uni, c'est ce qu'on fait très bien avec des CGP qui font partie de la famille quelque part et qui intègrent leurs clients, qui restent focus sur leurs clients et puis et qui se reposent sur les services globaux qui sont offerts par la plateforme, aussi bien alors le côté un peu technique, hein, le produit, le passage d'ordre, les choses un peu complexes sur les marchés, et puis surtout les aspects réglementaires, donc avec JR et sur toute cette mise en conformité en amont et en ex-post également. Voilà, donc ça c'était Et pour tu peux conclure. Hein, redire oui, JR avec l'accent anglais? JR. Voilà. Donc voilà, la présentation est terminée, donc je vous remercie beaucoup On était dans le pour votre suivi. timing. Et est-ce qu'il y a des questions, Clément, de ton côté? Oui, alors on a une question qui concerne, je pense, plutôt Ravi. On nous a demandé si la rémunération du CGP devait figurer sur le DER ou plutôt sur la lettre de mission. Alors, bien évidemment, ça figure sur le tableau de rémunération que vous avez dans votre DER. Alors, sachez que la rémunération doit figurer impérativement à commencer par un taux horaire. N'oubliez pas que toute rémunération commence par un calcul de taux horaire. Ensuite, vous avez éventuellement un taux journalier, un taux hebdomadaire, mais tout cela, mais avant tout, un taux horaire. C'est celui qui permet, c'est l'indice de calcul qui permet de savoir ensuite tout le reste de votre facturation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, bien évidemment, ça figure ensuite dans la lettre de mission et on reconfirme encore une fois dans le rapport de mission. Si jamais vous l'avez loupé dans la lettre de mission, on récupère entre guillemets dans le rapport de mission. Très bien. On a également une question qui concerne les honoraires. Comment les mettre en place et est-il possible d'en percevoir dans le cadre du mandat? Alors, Steve, Oui, 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 oui. Oui, alors comment les mettre en place? Bah, en fait, bizarrement, c'est plus simple qu'on ne le pense. Et c'est encore plus facile dans le cadre du mandat, justement, puisque dans le cadre du mandat, en fait, vous avez la notion de le CGP qui conseille, qui apporte de la valeur à son client final. Donc, dans le cadre du mandat, en fait, on met en place une convention de partenariat avec le CGP qui, lui, va percevoir des honoraires. Alors en fait, il y a deux volets hein, dans le mandat. C'est soit le CGP, il est avec nous main dans la main et il nous aide sur la partie allocation d'actifs. Et donc c'est dans ce contexte-là que le CGP a des honoraires parce qu'il nous accompagne sur la mise en place de l'allocation d'actifs, parce que quelque part, il maîtrise mieux que nous les besoins du client final et l'aversion au risque du client final. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a une partie de la rémunération qui va venir parce que dans le cadre du mandat, Hilbert est le gérant du portefeuille et on se fait conseiller auprès du CGP pour mieux couvrir les besoins spécifiques du client final, puisque vous savez, le mandat, quand il est fait en compte titre, c'est un mandat qui est dédié au client final. Et l'allocation, elle est vraiment sur mesure. Et le fait d'avoir justement un CGP à nos côtés, ça permet d'être plus conforme, parce qu'on a mieux servi le client, on a fait la bonne allocation qui correspond, qui est plus en adéquation avec les besoins du client final. Et, et effectivement, le CGP, il n'aura pas de problème à avoir des honoraires, puisque les honoraires sont payés finalement par la société de gestion directement, puisque le CGP participe à l'allocation d'actifs. Donc ça, c'est une façon de faire qui est finalement très simple, plus qu'on ne le pense, alors naturellement, ça implique une transparence auprès du client final sur les commissions, enfin plutôt les honoraires qui ont été touchés. Mais finalement, vous savez, les CGP anglais qui en bénéficient, eux, ils lui disent, bah oui, mais voilà ce que je fais pour vous. Je vous conseille, je fais l'allocation d'actifs pour vous. Et ça apporte finalement plus de valeur pour le CGP et le client final. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt. est-ce qu'aujourd'hui, en parlant d'allocation d'actifs, je me permets, pour répondre toujours dans le suivi, est-ce que Hilberg aussi intervient dans la création de fonds, par exemple, je ne sais plus si on avait évoqué pour des CGP qui souhaitent, moi j'ai pas mal de confrères CGP qui aujourd'hui ont envie aussi de voler, de créer entre guillemets un fonds
est-ce que Hilberg peut proposer ce service et intervenir dans ce service avec, bien évidemment, en accompagnement avec le CGP? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est vraiment notre cœur de métier, hein, la conception de produits, de structure, la structuration. Donc, ça peut être aussi bien un produit comme qu'un fonds, donc un véhicule. Marque Nous, on blanche. intervient en marque blanche, tout à fait, Oui, oui, en marque blanche avec les bons dépositaires qu'il faut, l'agrément AMF. Donc, on va aller voir l'AMF pour faire valider le fonds. Donc, tout à fait, ça fait partie de notre cœur de métier, quoi. bah, super. Est-ce qu'il y a une autre Alors, question? on va poser une dernière question, après on va terminer. On nous demande à quel moment JR Conseil intervient avec le cabinet de CGP et à quelle fréquence? Et ce Alors, sera la dernière question. j'interviens en fonction de vos besoins, j'allais dire, en fonction de votre urgence. Et puis, ça sera effectivement par rapport à… Là, il y a effectivement un de vos confrères qui a un contrôle AMF pour le mois de janvier. Et je suis en train justement de l'aider là-dessus. Donc voilà, ça dépendra. Et puis, encore une fois, tout ça sera centralisé par, comme on est en collaboration avec Hilberg, ce sera évidemment centralisé par Hilberg. Toutes les informations, je pense qu'on pouvait récupérer. Steve, tu Oui, confirmes? oui, tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée, c'est alors après, Ravi ne peut pas être partout à la fois, mais l'idée, c'est d'avoir un suivi sur le long terme, d'avoir pour nos adhérents, donc ceux qui sont passés par nous, donc c'est assez facile parce que l'info est centralisée, les documents, on a tous les documents, on a tout. Et puis Ravi, il intervient. Alors bien évidemment, c'est une situation d'urgence, il sera là et j'espère que Ravi pourra aider. J'imagine que Ravi pourra aider d'ailleurs. Mais ensuite, après, le suivi, il est vraiment fait, comme l'a dit Ravi, c'est en fonction des besoins. Mais nous, en fait, ce qu'on apporte, c'est la mise en place de la structure et de l'accompagnement que Ravi pourra faire auprès de vous. Après, voilà, donc ce sera un suivi qui est fait selon les besoins, quoi. Et en tout cas, sachez qu'on sera là, on vous accompagnera, il n'y a pas de souci, on ne laissera jamais tomber quelqu'un. Et en tout cas, ce n'est pas du tout notre politique. Et voilà, en tout cas, mettez en place, pour résumer et clôturer, mettez en place, entre guillemets, le maximum de choses. Montrez que la bonne foi, effectivement, d'avoir effectivement essayé, entre guillemets, de mettre des choses en place, notamment, faites formaliser, entre guillemets, toutes vos écritures, lettres de mission, DER paraphé, questionnaire client, etc. Et puis, surtout, au niveau de la lutte anti-blanchiment, faites là-dessus la cartographie absolument à tous vos clients. Il n'y a pas de petits clients ou de gros clients, il faut le faire à tous les clients. Et puis, voilà, et puis pour tout le reste, pour toute information, on est là avec toute l'équipe d'Hilberg. En tout cas, je remercie beaucoup Hilberg Investissement pour avoir organisé cette présentation, ce webinaire format atelier. J'espère que voilà, vous étiez, entre guillemets, intéressé par ce sujet. Il y a d'autres sujets, on n'a pas évoqué, mais il y a encore plein d'autres sujets. Mais n'hésitez pas, entre guillemets, on sera là. Oui. Et puis, comme on vous disait, on va vous transmettre la présentation au format PDF par mail. Et puis, l'équipe voilà, reste à votre disposition. Donc, Caroline et Clément vont pouvoir faire le suivi derrière. Donc, n'hésitez pas, on est disponible, on est là, quoi. On n'a pas eu une réponse de Madame Agnès, dommage. Parce que bon, il n'y a pas de question de Madame Agnès. Non, pas de question de Madame Agnès. Bon. Bon, très bien. Et ben, merci beaucoup à tous. Et puis, Merci à vous. Et puis, non, pas de question, elle vient de non, pas de question. C'est génial. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.